Elle avait été rejetée toute sa vie parce qu'elle ne mesurait qu'1,47 m, mais lorsque ce propriétaire terrien veuf la souleva dans ses bras pour la première fois, il lui murmura à l'oreille qu'elle avait exactement la taille parfaite pour tenir dans son cœur. Pouvez-vous imaginer passer 26 ans à être traité comme si vous étiez invisible, comme si votre petit corps rendait vos sentiments tout aussi minuscules? Mais cette histoire s'est déroulée dans la campagne française en 1928, à une époque où la valeur d'une femme se mesurait en centimètres et aux apparences. Avant de continuer, je voulais vous demander une petite faveur. Si vous aimez cette histoire, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Écrivez votre ville, votre région ou même votre pays si vous nous suivez depuis l'étranger. Cela m'aide beaucoup de savoir qui est de l'autre côté de l'écran, et j'adore lire chacun de vos commentaires. Alors profitez-en maintenant, et commentez ci-dessous d'où vous m'écoutez. Marianne Lefebvre avait des mains qui faisaient des miracles avec du fil et une aiguille, mais c'était tout ce que les gens voyaient quand ils la regardaient. Ses mains, jamais son visage délicat aux traits fins. Jamais ses yeux noisettes profonds qui brillaient d'intelligence. Jamais la courbe douce de ses lèvres qui souriaient rarement mais qui gardèrent des mots sages. Juste ses mains, parce que le reste de sa personne, aux yeux du monde, n'existait tout simplement pas dans les bonnes mesures. En ce matin d'avril 1928, Marianne se réveilla avant le lever du soleil dans la petite dépendance au fond du parc du manoir des Daubigné, près de Tours. La chambre mesurait 3 mètres sur 2,5, avait une fenêtre étroite donnant sur le poulailler et un matelas fin sur un sommier en bois. Mais c'était la sienne depuis 8 ans. 8 ans à coudre des robes de bal, à raccommoder des draps de lin, à broder des trousseaux de mariage pour une famille qui ne l'invitait jamais à s'asseoir à sa table. Elle avait un petit banc en bois qu'elle emportait partout. C'était une pièce usée par l'usage, fabriquée par un menuisier du village des années auparavant, haute de 15 centimètres. Sans lui, Marianne ne pouvait pas atteindre la plupart des choses, dans ce monde qui semblait conçu pour des gens plus grands. Ce matin-là, elle monta sur le banc pour attraper la robe grise accrochée au clou du mur. Une robe simple, sans fioritures, à col haut et manches longues. Une robe qui n'attirait pas l'attention. Le petit miroir piqué accroché au mur ne reflétait qu'une partie d'elle. Marianne ne parvenait jamais à voir son corps en entier d'un seul coup. Elle devait imaginer comment les autres la voyaient. 1,47 m. Une mesure qu'elle connaissait par cœur pour avoir été mesurée tant de fois durant son enfance par des médecins que sa mère consultait, espérant un remède miracle qui ne vint jamais. La grande maison commençait à s'éveiller. Marianne entendait les sons familiers. Les pas lourds de M. Torquat, le gardien, dans le couloir principal. Le tintement de la vaisselle dans la cuisine où Madame Bénédicte, la cuisinière, préparait déjà le petit déjeuner de la famille. Les aboiements lointains des chiens de chasse dans le chenil, et la voix stridente de Madame Eulalie Daubigné appelant les bonnes. Marianne attacha ses cheveux châtains foncés en un chignon serré, se lava le visage dans la bassine d'eau froide, enfila ses bottines en cuir usé. Elle prit son banc et longea le côté de la maison jusqu'à l'entrée de service. Sa place était dans la petite pièce de couture, à côté du garde-manger, un espace sans fenêtre éclairé par une lampe à pétrole, où elle passait 12 heures par jour courbée sur des tissus. Mais ce matin-là, avant qu'elle ne puisse atteindre sa pièce, Madame Eulalie apparut dans le couloir. La patronne avait 45 ans. Portait une robe en taffetas bleu marine, bien qu'il ne fût que 7 heures du matin, ses cheveux roux pris dans une coiffure élaborée, le visage couvert de poudre de riz. Elle s'arrêta en voyant Marianne, et il y avait quelque chose de différent dans son expression. Ce n'était pas l'indifférence habituelle, c'était de la gêne. « Marianne, je dois vous parler », dit la patronne d'une voix qui essayait de paraître gentille, mais qui sonnait faux. « Venez dans le bureau. » Le cœur de Marianne s'accéléra. En 8 ans de travail ici, elle n'avait jamais été convoquée au bureau. C'était le territoire du défunt Monsieur Daubigné, maintenant hérité par son fils Auguste.
Elle suivit la patronne dans le couloir, portant son banc, sentant le regard curieux des autres domestiques. Le bureau sentait le cigare et le cuir. Des bibliothèques remplies de livres que personne ne lisait couvraient les murs. Auguste d'Aubigné était assis derrière le bureau en acajou. Un homme de 32 ans, moustache taillée, costume gris impeccable. À côté de lui, une jeune femme que Marianne n'avait jamais vue. Elle devait avoir environ 25 ans. Blonde, grande, robe couleur pêche, chapeau à plumes. Elle regardait tout avec l'air de quelqu'un qui évalue une propriété. « Voici Marianne, notre couturière », annonça Madame Eulalie. « Marianne, voici Laetitia, la fiancée d'Auguste. Ils vont se marier en juin et elle viendra vivre ici avec nous. »« Enchantée », dit Marianne d'une voix basse, faisant une légère révérence. Laetitia observa Marianne de haut en bas avec des yeux bleus glaciaux. Elle ne répondit pas à la salutation. Elle se tourna simplement vers Auguste et chuchota quelque chose que Marianne ne put entendre, mais qui fit se racler la gorge de l'homme avec embarras. « Marianne, vous avez été une employée exemplaire », commença Madame Eulalie sur un ton répété. « Votre couture est impeccable, vous n'avez jamais donné motif à plainte. Mais nous traversons des changements dans la maison. Avec l'arrivée de Laetitia, nous devons faire quelques ajustements dans le personnel. » Le cœur de Marianne s'effondra. Elle connaissait la signification de ces mots avant même que la patronne ne continue. Madame Eulalie prit une grande inspiration, évitant de regarder directement Marianne. Laetitia vient d'une famille très traditionnelle de Paris. Elle est habituée à un certain standard et, elle sent qu'une maison de l'importance de la nôtre doit avoir une présentation adéquate sous tous les aspects. Vous comprenez ? Non, Marianne ne comprenait pas. Ou plutôt, elle comprenait parfaitement, et cela la brûlait comme un fer rouge. Laetitia parla enfin d'une voix aiguë et ferme. « Ce n'est rien de personnel, ma chère, dit-elle en utilisant un terme de fausse intimité qui sonnait comme une insulte. C'est juste que lorsque je reçois mes amis pour le thé, quand je donne des dîners, j'ai besoin que les domestiques aient une certaine prestance. Vous comprenez, n'est-ce pas ? Une femme de votre taille pourrait susciter des commentaires inappropriés. Les gens pourraient me penser que nous gardons des domestiques par pitié et non par compétence. » Marianne sentit le sang monter à son visage. Ses mains commencèrent à trembler. Elle regarda Madame Eulalie, cherchant un signe d'humanité, une défense quelconque, mais la patronne détourna les yeux. « Nous allons vous payer 2 mois de salaire d'avance, » dit Auguste avec la voix de quelqu'un qui voulait clore une conversation inconfortable. « C'est plus que juste, et vous pouvez utiliser la maison comme référence pour trouver un nouvel emploi. 2 mois. 8 ans de travail irréprochable valaient 2 mois. Vous pouvez rassembler vos affaires aujourd'hui même, » compléta Madame Eulalie. « Espérons que vous trouverez bientôt une position adéquate. » Position adéquate. Les mots résonnaient avec cruauté. Adéquate pour qui ? Pour une femme que le monde considérait comme inadéquate par nature ? Marianne sortit du bureau sans dire un mot. Elle n'allait pas leur donner la satisfaction de la voir pleurer. Elle retourna à sa petite chambre au fond, ferma la porte, s'assit sur le matelas fin. Ce n'est qu'alors qu'elle permit aux larmes de venir. Mais même en pleurant, c'étaient des larmes silencieuses. Elle avait appris très tôt à souffrir sans faire de bruit. Elle avait économisé durant ces 8 années. Elle gardait chaque sou qui restait après avoir acheté l'essentiel. L'argent était caché dans une boîte à biscuits sous le matelas. Marianne compta les pièces et les billets avec des mains tremblantes. En ajoutant les 2 mois qu'elle recevrait, elle en avait peut-être pour 6 mois en vivant avec une économie extrême. 6 mois pour trouver un nouveau travail. Mais quel travail! Les maisons riches voulaient des bonnes jeunes, jolies, grandes, qui servent bien aux yeux des patrons et des visites. Les filatures de tissu exigeaient des ouvrières qui atteignent les métiers à tisser. Les boutiques cherchaient des vendeuses qui fassent bonne impression. Même les pensions préféraient des femmes de chambre qui n'avaient pas besoin de monter sur des bancs pour changer les draps. Marianne passa la journée à rassembler ses affaires. Elle n'avait pas grand-chose. 3 robes, 2 jupes, 4 chemisiers, des sous-vêtements raccommodés, un châle en laine, les bottines qu'elle portait, une paire de chaussures pour la messe,
un peigne et une brosse à cheveux, du savon, un livre de prière reçu de sa mère avant sa mort. Tout tenait dans une valise en cuir usé qui pesait plus lourd vide que la vie que Marianne portait en elle. Madame Bénédicte, la cuisinière, fut la seule à lui dire au revoir avec une affection sincère. Une femme ronde de 50 ans et quelques, aux mains calleuses, à force de pétrir le pain, aux yeux gentils. Elle étreignit Marianne à la sortie et murmura que cette maison perdait la meilleure couturière de la région. Elle glissa dans la main de Marianne un paquet en tissu avec du pain, du fromage et de la pâte de coin. « Pour le voyage, » dit-elle. « Où que tu ailles. » Marianne quitta le manoir des Daubigné au crépuscule d'avril. Le ciel était teinté d'orange et de violet. La ville de Tours bourdonnait de l'animation de fin de journée. Charrettes, automobiles, tramways, gens pressés. Marianne marcha sur les pavés en portant la valise qui pesait de plus en plus lourd, le petit banc en bois sous le bras. Elle avait besoin d'un endroit pour dormir. Elle alla jusqu'à la pension de Madame Ophélie, un établissement simple près de la gare où les femmes célibataires pouvaient louer des chambres pour des prix modiques. La propriétaire, une femme maigre aux cheveux gris tirés en arrière, examina Marianne d'un regard calculateur quand elle demanda une chambre. « C'est 50 francs par semaine, » dit-elle d'une voix sèche. « Paiement d'avance, bain une fois par semaine, drap changé tous les 15 jours, pas de visite masculine, pas de bruit après 9 heures du soir. » Marianne paya pour 2 semaines. Elle obtint une chambre minuscule, au 3e étage, avec un lit en fer, une commode vermoulue, une fenêtre donnant sur une ruelle sombre. Cela sentait le moisi et l'urine de rat. Mais il y avait un toit et une porte qui fermait à clé. Durant les jours suivants, Marianne parcourut Tours, à la recherche de travail. Elle frappa aux portes des maisons bourgeoises, en offrant ses services de couture. Elle fut congédiée avant même de montrer ses compétences. Les patronnes la regardaient avec un mélange de pitié et de malaise, inventaient des excuses. « Nous avons déjà une couturière, nous n'avons besoin de personne, revenez un autre jour. » Elle essaya les usines textiles. Les contremaîtres lui riaient au nez. « Faut atteindre les machines, ma petite dame. Ici, c'est pas une place pour vous. » Elle chercha dans les magasins, les merceries, les maisons de mode. Les réponses venaient toujours chargées d'euphémismes qui signifiaient la même chose. « Vous ne convenez pas. Vous n'êtes pas ce que nous cherchons. Vous n'avez pas le port adéquat. » Les semaines passèrent. L'argent fondait. Marianne commença à sauter des repas. Elle n'achetait que du pain rassis et un morceau de fromage qui durait des jours. Elle maigrissait dans un corps qui était déjà petit, devenant presque transparente. Ce fut un dimanche de mai, alors qu'elle en était déjà à sa 5e semaine de recherche désespérée, que Marianne vit l'annonce à l'église. Le père Anselme, curé de la paroisse qu'elle fréquentait, maintenait un tableau d'affichage sous le porche où les paroissiens mettaient des offres d'emploi, des ventes de propriétés, des demandes de prière. Le papier jauni punaisé disait d'une écriture irrégulière « Cherche cuisinière pour domaine à la campagne, région du Périgord, nourrie et logée, salaire de 300 francs par mois, intéressé s'adresser à Maître Guillaume, rue du Commerce. » 300 francs, c'était un salaire bas, moins de la moitié de ce qu'elle gagnait comme couturière spécialisée. Mais cela incluait le gîte et le couvert. Marianne arracha le papier du tableau avant que quelqu'un d'autre ne puisse le voir. Le lendemain, elle se présenta à l'étude. Maître Guillaume était un homme d'une 60aine d'années, maigre, chauve, lunettes à monture d'acier. Il examina Marianne quand elle entra dans l'établissement qui sentait le vieux papier et l'encre. « Je viens pour l'annonce de la cuisinière, » dit Marianne en essayant de paraître confiante. Le notaire fronça les sourcils. « Vous avez de l'expérience en cuisine de ferme ? La nourriture pour les ouvriers agricoles est différente de la nourriture de ville. » Marianne mentit sans ciller. « J'ai travaillé 3 ans à cuisiner dans une ferme en Sologne avant de venir à Tours. Je sais faire une cuisine copieuse, du cassoulet, de la polenta, du bœuf mijoté, des terrines.
Je sais travailler avec une cuisinière à bois, un four en terre. Le notaire ne sembla pas totalement convaincu, mais il y avait de la lassitude dans ses yeux. Ce poste est ouvert depuis 2 mois, dit-il en soupirant. Personne ne veut y aller. C'est loin. Un endroit isolé, un patron difficile. Difficile comment? Demanda Marianne. L'homme retira ses lunettes, les essuya avec un mouchoir. Il est veuf, vit seul dans un domaine qui est à moitié abandonné. Il n'a que 2 métayers qui s'occupent des terres. On dit que l'homme est étrange. Il ne parle pas, reste enfermé. Mais il paye en temps et en heure, ça je le garantis. J'administrais déjà la propriété quand l'ancien propriétaire était vivant. Marianne sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Ce n'était pas de la peur, c'était presque de l'espoir. Un endroit isolé, loin des regards qui jugent, où elle pourrait peut-être travailler en paix. « J'accepte le travail », dit-elle avec fermeté. Le notaire l'observa un long moment. Il regarda la taille de Marianne, hésita. « Mademoiselle, vous êtes sûre? C'est un travail physique. Porter du bois, l'eau du puits, des sacs de provisions. Vous pouvez faire ça? »« Je peux, » répondit Marianne en levant le menton. « Je suis petite, mais je ne suis pas faible. » Il acquiesça lentement. « C'est entendu. Le domaine s'appelle Sainte-Victoire. Il se trouve à une 30aine de kilomètres de Bergerac. Vous prenez le train jusqu'à Bergerac. Ensuite, vous prenez une charrette qui va vers la zone rurale. Le patron s'appelle Gabriel Dumont. Il n'a pas l'habitude d'aller en ville, alors vous irez directement au domaine. Je vais vous faire une lettre de recommandation à emporter. » 3 jours plus tard, Marianne était à la gare de Tours avec sa valise usée et le petit banc en bois. Elle avait vendu ce qui n'était pas essentiel, gardant seulement le nécessaire. Elle paya le billet qui consomma une bonne partie de l'argent qui lui restait. Le train siffla, lâcha de la vapeur, commença à bouger avec des soubresauts. Marianne regarda par la fenêtre, voyant Tours rester derrière. Une ville qui n'avait jamais voulu d'elle. Des maisons, des rues, des gens qui l'avaient toujours fait se sentir inadaptés. Elle sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Ce n'était pas de la tristesse, c'était presque du soulagement. Le voyage dura plusieurs heures à travers des paysages qui changeaient graduellement. Les constructions élégantes laissèrent place à des bourgades, puis à des villages, et enfin à la campagne ouverte ponctuée de fermes. C'était début mai 1928, le printemps éclatait, et les vignes commençaient à se couvrir d'un vert tendre, promettant une future vendange. Marianne descendit à la petite gare de campagne vers midi. Un endroit modeste, un quai en bois, un entrepôt adjacent, quelques chevaux attachés. Le soleil de printemps était fort, malgré la fraîcheur matinale qui persistait. Elle devait trouver une charrette qui allait vers la zone rurale. Elle demanda à l'employé de la gare, un homme d'âge moyen avec une casquette de cheminot. Il pointa un individu maigre assis à l'ombre d'un arbre, mâchant un brin de paille. « Le père Olave fait le transport pour les fermes, » dit l'employé. « Mais il ne part que quand il a réuni assez de charges ou de passagers pour que ça en vaille la peine. » Marianne s'approcha du charretier. « Je dois aller au domaine de Sainte-Victoire. » Le père Olave cracha sa paille, examina Marianne avec des petits yeux méfiants. « Sainte-Victoire? Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Je vais travailler comme cuisinière. » L'homme eut un rire bref et sans humour. « Cuisinière de Gabriel Dumont? Bonne chance, ma petite dame. » Les 2 autres qui ont essayé n'ont même pas tenu une semaine. « Pourquoi ?» demanda Marianne, sentant une appréhension. Le charretier haussa les épaules. « On dit que l'endroit est bizarre, très isolé, très silencieux. Et le patron ne dit presque rien, reste à regarder avec une mine renfrognée. Les femmes ont eu peur et sont reparties. Marianne n'avait nulle part où retourner. « Alors je vais devoir rester plus d'1 semaine, » dit-elle avec une fermeté qu'elle ne ressentait pas. Le voyage en charrette dura 2 heures sur des routes de terre poussiéreuses. Ils passèrent devant de grandes fermes avec des manoirs blancs, des portails peints, des clôtures bien entretenues. Mais plus ils s'éloignaient de la ville, plus les propriétés semblaient oubliées par le temps.
Le domaine de Sainte-Victoire se trouvait presque à la limite de la région. Le portail en bois était ouvert, pendant sur des gonds rouillés. Le panneau avec le nom du domaine était délavé, les lettres presque illisibles. Le chemin d'accès avait des herbes folles poussant au milieu. Le père Olave arrêta la charrette devant la maison principale et siffla. Personne n'apparut. Il siffla plus fort, cria « Où est la maison? Il y a quelqu'un » Silence. Juste le vent soufflant dans les arbres, le caquettement lointain des poules, le meuglement solitaire d'une vache. Le charretier regarda Marianne avec une expression qui disait « Je vous avais prévenu. Vous voulez que j'attende ?»« Non, » répondit Marianne en descendant de la charrette avec difficulté, ayant besoin de l'aide de l'homme pour atteindre le sol. « Je vais rester. » Le père Olave prit sa valise, la posa par terre, lui tendit le petit banc, regarda la maison avec quelque chose ressemblant à de la pitié. « Je repasse par ici la semaine prochaine. Si vous voulez partir, vous n'aurez qu'à me le dire. » La charrette partit en soulevant de la poussière. Marianne resta seule devant la maison qui serait son nouveau foyer. La construction était de plein pied, spacieuse, faite de pierres de taille, qui étaient maintenant noircies et écaillées. Elle avait une large véranda avec des colonnes en bois, de grandes fenêtres aux volets clos, une porte principale en chêne massif. Autour, le jardin qui un jour avait dû être beau était maintenant envahi par les broussailles. Des rosiers sauvages escaladèrent les murs, l'herbe poussait entre les pierres du chemin, des arbres fruitiers chargés qui n'étaient cueillis par personne. Marianne prit une grande inspiration, saisit sa valise et marcha jusqu'à la véranda. Monter les 3 marches fut un défi. Elles étaient trop hautes pour ses courtes jambes. Elle dut s'asseoir sur la première, traîner la valise, monter sur la seconde, répéter le processus. Quand elle arriva finalement à la porte, elle était en sueur et hors d'haleine. Elle frappa à la porte. Attendit. Silence. Frappa plus fort. Rien. Elle tourna la poignée et la porte s'ouvrit. Ce n'était pas fermé à clé. L'intérieur de la maison était dans la pénombre. Les volets fermés ne laissaient entrer que des raies de lumière. Marianne entra doucement, ses yeux s'habituant à l'obscurité. Elle vit un vaste salon avec des meubles recouverts de draps blancs qui ressemblaient à des fantômes. Une odeur de maison fermée, de moisie et de poussière. Une horloge comtoise, arrêtée marquant 3h15. « Hola !» appela Marianne. « Il y a quelqu'un? Je suis la nouvelle cuisinière. » Sa voix résonna dans la maison vide. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis elle entendit des pas lourds venant de quelque part au fond de la maison, des pas lents, traînants. Une porte s'ouvrit en grinçant. Une silhouette apparut dans un couloir latéral. Un homme grand, très grand, peut-être 1,85 m, des épaules larges, un corps maigre mais fort, des cheveux châtains foncés et bourriffés, une barbe de plusieurs jours, une chemise blanche aux manches retroussées, un pantalon en tissu épais, pieds nus. Des yeux sombres et creusés qui observèrent Marianne, avec une expression impossible à déchiffrer. Gabriel Dumont. Ce ne pouvait être que lui. Il resta immobile à la regarder. Il ne dit rien. Il regarda simplement. Marianne se sentit comme un insecte sous une loupe. « Je suis Marianne Lefebvre, dit-elle en forçant une voix ferme. Le notaire, maître Guillaume, m'a envoyé. Je suis la cuisinière. » Gabriel continua de regarder. Ses yeux descendirent de la tête de Marianne jusqu'aux pieds, remontèrent. Ce n'était pas un regard lascif ou jugeur. C'était le regard de quelqu'un qui était surpris, confus, essayant de comprendre quelque chose. « Vous, » dit-il finalement. Une voix profonde, rauque par manque d'usage. « Vous êtes la cuisinière ?» « Oui. » Il passa la main sur son visage, un geste de fatigue. « Combien de temps comptez-vous rester ?» La question était étrange. Marianne fronça les sourcils. « Le temps qu'il faudra. Je suis venu pour travailler. » Gabriel émit quelque chose ressemblant à un rire, mais sans humour. Les 2 autres sont partis en 3 jours. Elles ont dit que l'endroit était effrayant. « Et il l'est », demanda Marianne en levant le menton. Il l'observa un long moment, puis haussa les épaules.
Je ne trouve pas, mais j'habite ici. Gabriel se retourna et commença à marcher vers le couloir. Votre cuisine est par là, dit-il sans regarder en arrière. Il y a une chambre de bonne à côté. Le père Olave a dû laisser des provisions la semaine dernière. Si vous avez besoin de quelque chose, je serai dans le bureau. Marianne prit sa valise et suivit l'homme immense. Il marchait à grandes enjambées et elle devait presque courir pour le suivre. Ils traversèrent un couloir au mur de plâtre écaillé, au sol de planches de bois qui craquaient. La cuisine était spacieuse, mais dans un état déplorable. Une grande cuisinière à bois en fonte, une table en bois massif au centre, des étagères au mur, un évier en pierre avec une pompe manuelle pour l'eau, une fenêtre donnant sur la cour. Mais tout était couvert de crasse, de poussière, de restes de nourriture ancienne, des piles de vaisselle sale dans l'évier, une odeur aigre de graisse rance. Gabriel s'arrêta sur le seuil, regarda autour de lui comme s'il voyait la cuisine pour la première fois. « Désolé pour le désordre, dit-il sans émotion dans la voix. Je ne suis pas très doué pour le ménage. C'était évident. » Marianne posa la valise au sol, examina la cuisine avec les yeux pratiques de quelqu'un qui sait travailler. « Il faudra quelques jours pour remettre ça en ordre. » Gabriel acquiesça de la tête. « Faites ce que vous jugerez nécessaire. Il y a du bois empilé dans la cour. Le puits est juste derrière. Le poulailler a une vingtaine de poules. Le potager a encore quelques légumes qui poussent. Le garde-manger est cette porte-là. » Il montra une porte latérale. Marianne l'ouvrit et trouva un petit espace avec des étagères contenant des sacs de haricots, de riz, de farine, de semoule, des pots de saindoux, des paquets de sel, du sucre roux, tout couvert de poussière mais en quantité raisonnable. « Pour combien de personnes vais-je cuisiner ?» demanda Marianne. « 3. Moi, Monsieur Vincent et Madame Thérèse. Ce sont des métayers qui habitent une petite maison près des vignes. Ils viennent ici déjeuner et dîner. » Marianne hocha la tête, comprenant. « Et quel genre de nourriture voulez-vous ?»« De la nourriture, » répondit Gabriel comme si la question était étrange. « Juste ça, de la nourriture qui cale l'estomac. » Il se tourna pour partir mais s'arrêta à la porte. Il regarda Marianne une fois de plus, et il y avait quelque chose de différent dans son regard maintenant. Quelque chose ressemblant à de la curiosité. « Vous êtes très petite, dit-il. Vous allez réussir à porter les casseroles? Elles sont lourdes. » La question ne sonnait pas cruelle ou moqueuse. Elle semblait sincèrement inquiète. Cela surprit Marianne plus que n'importe quelle insulte ne l'aurait fait. « Je me débrouillerai, » répondit-elle. « Je me suis toujours débrouillée. » Gabriel resta immobile un moment de plus, puis acquiesça et sortit. « Les amis, si vous aimez cette histoire, s'il vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous. Cela m'aide énormément à continuer de vous apporter ces récits. » Marianne resta seule dans la cuisine immonde. Elle prit une grande inspiration. Retroussa les manches de sa robe. Elle avait du pain sur la planche. Elle passa les 3 heures suivantes à nettoyer. Elle lava la vaisselle sale qui s'accumulait depuis des semaines vu l'odeur. Elle frotta la cuisinière couverte de graisse brûlée. Balaya le sol qui avait des couches de saleté, passa un chiffon mouillé sur les étagères, organisa les provisions du garde-manger, jeta ce qui était avarié. Le travail était pénible. Marianne devait utiliser son petit banc constamment pour atteindre les étagères hautes, pour atteindre le fond de la cuisinière. Son dos lui faisait mal à force de s'étirer, ses bras tremblaient à force de porter des seaux d'eau du puits. Mais elle ne s'arrêtait pas. Quand le soleil commença à baisser à l'horizon, la cuisine était différente. Elle n'était pas parfaite, mais elle était propre. Elle sentait le savon et l'eau fraîche au lieu de la vieille graisse et du moisi. Marianne examina le garde-manger à nouveau. Elle décida de faire un repas simple pour le dîner, une soupe épaisse, des œufs au plat, du pain grillé. Elle alluma la cuisinière à bois, attendit que le feu prenne bien, commença à cuisiner. Elle faisait frire les œufs quand elle entendit des voix dans la cour. Une porte s'ouvrit et un couple âgé entra dans la cuisine. L'homme devait avoir une 60aine d'années, petit et trapu, la peau tannée par le soleil, cheveux gris, grandes mains de travailleur agricole.
La femme était plus ou moins du même âge, rondelette, visage rond, robe simple en cotonnade, tablier noué à la taille. Ils s'arrêtèrent en voyant Marianne. Ils la regardèrent la cuisine propre, se regardèrent l'un l'autre. « Vous êtes la nouvelle cuisinière ?» demanda la femme. « Je le suis. Marianne Lefebvre. Vincent et Thérèse, dit l'homme, en pointant du doigt lui-même et sa femme. On travaille ici depuis 30 ans, depuis que l'ancien patron était vivant. Thérèse s'approcha, examina Marianne avec des yeux qui étaient gentils mais curieux. Mon Dieu, vous êtes vraiment menue, ma petite. Vous allez tenir le coup pour le service. Je tiendrai, répondit Marianne avec une fermeté qu'elle était fatiguée de devoir démontrer. La femme sourit. Eh bien, la cuisine est en meilleur état qu'elle ne l'a été ces 3 dernières années. Alors, je pense que oui. Le pauvre Gabriel a essayé de cuisiner pour lui-même après la mort d'Amélie, mais l'homme ne sait même pas faire cuire un œuf correctement. Amélie était sa femme, expliqua Vincent. Morte en couche, il y a 3 ans. Le bébé est mort avec elle. Depuis, Gabriel est resté comme ça. Enfermé, silencieux, à moitié mort à l'intérieur aussi. Marianne sentit un serrement au cœur. Elle regarda le couloir sombre par où Gabriel avait disparu. Elle imagina cet homme grand et solitaire, perdant femme et enfant en même temps, portant cette grande maison vide tout seul. Thérèse ne parle pas de la vie du patron à la demoiselle, réprimanda Vincent. Mais Thérèse l'ignora. C'est bien qu'elle sache dans quoi elle met les pieds. Cet endroit est mort, ma fille. Le domaine était beau quand Madame Elvire était vivante, la mère de Gabriel. Il y avait des fêtes, de la musique, des gens qui allaient et venaient. Mais elle est morte il y a 5 ans. Puis Amélie est venue, mais elle n'a jamais aimé ici. Elle était de la ville, voulait retourner à Paris. Elle ne s'occupait de rien. Et après sa mort, Gabriel a laissé tout dépérir. Les autres ouvriers sont partis. Aujourd'hui, il n'y a que moi et Vincent. La maison tombe en ruine. Gabriel sort à peine du bureau. « Pourquoi êtes-vous resté ?» demanda Marianne. Thérèse regarda par la fenêtre vers les vignes au loin, parce que nous n'avons nulle part où aller, et parce que Gabriel, malgré tout, est un homme bon. Il paie à l'heure, ne crie pas, ne frappe pas. Il est juste brisé à l'intérieur. Il a besoin de quelqu'un qui ramène la vie dans cet endroit. La porte de la cuisine s'ouvrit à nouveau. Gabriel entra. Il s'était lavé le visage, avait peigné ses cheveux en arrière, mis une chemise propre. Il avait encore sa barbe de plusieurs jours, mais il paraissait moins sauvage. Il s'arrêta en voyant Vincent et Thérèse. « Le repas est prêt », annonça Marianne. Les 4 s'assirent à la table de la cuisine. Ce fut étrange au début. Personne ne parlait, juste le bruit des couverts sur les assiettes, les gens qui mâchaient. Marianne mangea lentement, observant discrètement les autres. Vincent et Thérèse mangeaient avec appétit, saussant leurs assiettes. Gabriel mangeait mécaniquement, comme quelqu'un qui remplit l'obligation de maintenir son corps en marche, mais sans aucun plaisir. « C'est bon », dit Vincent finalement. Gabriel leva les yeux, regarda Marianne. « Oui », acquiesça-t-il. « Mieux que ce que je parviens à faire. » C'était un éloge minime, mais venant de cet homme qui parlait à peine, cela semblait signifier davantage. Après le dîner, Thérèse proposa d'aider pour la vaisselle, mais Marianne refusa. Elle préférait faire seule, apprendre où chaque chose se rangeait. Le couple de métayers fit ses adieux et sortit par la porte de derrière. Gabriel resta debout dans l'encadrement de la porte de la cuisine, observant Marianne laver la vaisselle. Elle devait monter sur son petit banc pour atteindre l'évier correctement. Il observa cela en silence. « Besoin que je baisse quelque chose ?» demanda-t-il finalement. Marianne se retourna surprise. « Les étagères, là, pourraient être un peu plus basses ?» admit-elle. Gabriel acquiesça. « Je ferai ça demain. » Il se tourna pour sortir, mais Marianne l'appela. « Monsieur Dumont. » Il s'arrêta, regarda en arrière. « Gabriel. Vous pouvez m'appeler Gabriel. »« Gabriel, » corrigea-t-elle. Le notaire a dit qu'il y avait une chambre de bonne. Où est-ce ? Il pointa une porte latérale. Là. Il y a un lit, une commode, une fenêtre. Ça doit être poussiéreux. Personne ne l'utilise depuis longtemps. C'est bon.
Merci. Gabriel resta immobile un moment de plus, comme s'il voulait dire quelque chose, mais ne savait pas comment. Finalement, il fit un signe de tête et sortit. La chambre de bonne était petite, mais mieux que le cagibi à Tours. Il y avait un lit simple avec un matelas raisonnable, une commode en bois, une chaise, une fenêtre qui donnait sur le jardin sauvage. Marianne ouvrit la fenêtre, laissant entrer l'air frais. Elle balaya le sol, secoua les draps, fit le lit avec son propre linge qu'elle avait apporté dans sa valise. Cette nuit-là, allongée dans le nouveau lit dans un lieu inconnu, Marianne resta éveillée à écouter les bruits de la ferme. Le vent dans les arbres, les grillons chantant, une chouette ululant au loin. À l'intérieur de la maison, le silence lourd d'une bâtisse grande et vide. Elle pensa à Gabriel Dumont. Un homme grand, solitaire, brisé de l'intérieur. Elle pensa à la façon dont il n'avait pas regardé sa taille avec mépris ou moquerie, seulement avec curiosité, et ensuite avec une préoccupation sincère. C'était différent de n'importe quel homme qu'elle avait connu. Les jours suivants établirent une routine. Marianne se réveillait à l'aube, allumait la cuisinière, préparait le café, le pain, les œufs. Gabriel apparaissait ponctuellement à 7 heures, mangeait en silence, partait travailler dans les vignes avec Vincent. Marianne passait la matinée à nettoyer d'autres parties de la maison, préparant le déjeuner. À midi, les 3 hommes et Thérèse revenaient pour manger. L'après-midi, plus de travail, dîner à 6 heures, soirée solitaire. Mais de petites choses commencèrent à changer. Le 3e jour, Marianne se réveilla et trouva 3 étagères de la cuisine remontées plus bas. Gabriel l'avait fait pendant la nuit, sans rien dire. Le 5e jour, elle trouva des marches en bois construites devant tous les placards hauts. De petites marches de 15 centimètres qui lui permettaient de tout atteindre sans avoir besoin de son banc. Le 7e jour, il y avait un nouveau tabouret dans la cuisine, plus stable que le sien, plus large, fait de bon bois verni. Un travail de menuiserie soigné. Marianne ne dit rien sur ces changements. Gabriel ne dit rien sur le fait de les avoir faits. Mais elle remarquait, et il savait qu'elle remarquait. C'était une conversation silencieuse entre 2 personnes habituées à être invisibles. La 2e semaine, alors qu'elle préparait le déjeuner, Marianne entendit du bruit dans le salon. Elle alla voir et trouva Gabriel en train d'enlever les draps qui couvraient les meubles. Des nuages de poussière montaient, révélant des canapés en cuir, des fauteuils rembourrés, une bibliothèque, un piano noir et brillant adossé au mur. « Vous jouez ?» demanda Marianne en montrant le piano. Gabriel regarda l'instrument avec une expression lointaine. « Ma mère jouait. Elle a essayé de m'apprendre, mais je n'ai jamais été bon. Amélie non plus ne jouait pas. » Il passa la main sur le couvercle du piano, ses doigts laissant des traces dans la poussière. « Pourquoi découvrez-vous tout ?» demanda Marianne avec délicatesse. Gabriel mit du temps à répondre. « Je ne sais pas, dit-il finalement. La maison devenait propre grâce à vous. Ça semblait mal de laisser tout couvert. » Marianne sentit une chaleur dans sa poitrine. « Voulez-vous que je nettoie le salon aussi ?» Il la regarda. Pour la première fois depuis l'arrivée de Marianne, il sourit. C'était un petit sourire, presque imperceptible, mais il était là, si ça ne vous dérange pas. « Ça ne me dérange pas. » Elle passa l'après-midi à nettoyer le salon. Gabriel aida en déplaçant les meubles lourds. Ils travaillèrent dans un silence confortable. Juste les bruits de chiffon frottant le bois, du balai sur le sol, des meubles qu'on traîne. À un moment donné, Marianne monta sur une chaise pour nettoyer des tableaux accrochés au mur. La chaise vacilla. Elle perdit l'équilibre. Elle allait tomber. Des mains grandes et fortes la saisirent par la taille. Gabriel l'attrapa en l'air, la tint avec facilité, la remit au sol avec délicatesse. Un instant, ils restèrent figés ainsi, lui avec les mains encore sur sa taille, elle regardant vers le haut, vers son visage. « Attention, dit Gabriel d'une voix rauque. Je ne veux pas que vous vous blessiez. Merci, murmura Marianne. Il retira ses mains comme s'il avait touché quelque chose de brûlant. Pardon, je ne voulais juste pas que vous tombiez. Tout va bien. Je vous remercie. Gabriel passa la main dans ses cheveux,
un geste que Marianne commençait à reconnaître comme un signe qu'il était mal à l'aise. « Je vais vous laisser finir », dit-il en sortant rapidement de la pièce. Mais Marianne resta figée où elle était, le cœur battant à tout rompre. Elle sentait encore la chaleur de ses mains sur sa taille. Des mains qu'il avait tenues, non pas comme si elle était une poupée fragile ou une enfant, mais comme si elle était une vraie femme qui méritait de l'attention. Ce soir-là, durant le dîner, Gabriel parla plus que d'habitude. Il raconta que les vignes promettaient une belle saison, que Vincent disait que ce serait une bonne année, qu'il pourrait peut-être embaucher plus d'ouvriers pour les vendanges. Thérèse regarda de Gabriel à Marianne avec une expression significative. Regarda son mari et fit un clin d'œil. Après le dîner, pendant que Marianne faisait la vaisselle, Gabriel resta dans la cuisine. Il n'aida pas, mais resta là, appuyé contre le chambranle de la porte, observant simplement. « Puis-je vous demander une chose ?» dit-il finalement. « Vous pouvez. Pourquoi avez-vous accepté de venir ici? Le notaire a dit que vous travailliez à Tours. Il y a plus d'opportunités là-bas. » Marianne continua de laver les assiettes, mais ses mains ralentirent le rythme. « Il n'y avait plus d'opportunités pour moi, dit-elle. J'ai été renvoyée de mon emploi précédent. Pourquoi ?» Elle hésita. Une partie d'elle voulait mentir, inventer une excuse digne, mais quelque chose dans sa voix, dans sa présence silencieuse, demandait de l'honnêteté. « Parce que je suis trop petite », dit-elle simplement. La nouvelle patronne a dit que je n'avais pas la prestance adéquate pour une maison importante. Silence. Marianne se retourna, attendant de voir de la pitié ou de la gêne sur le visage de Gabriel. Mais ce qu'elle vit, c'était de la colère. Une colère froide et contrôlée, mais de la colère quand même. Quel genre de gens juge une personne comme ça, dit-il d'une voix tendue. Le même genre qui juge un fils bâtard, répondit Marianne avec douceur. Gabriel la regarda surpris. Vincent vous a raconté, Thérèse, mais elle n'a pas parlé avec méchanceté, juste pour expliquer pourquoi le domaine est dans cet état. Gabriel eut un rire sans humour. Tout le monde le sait. Mon père avait une épouse légitime et 7 enfants dans son autre propriété. J'étais le bâtard qu'il a eu avec une couturière du village. Ma mère a travaillé jusqu'à en mourir pour m'élever seul. Quand mon oncle est mort et lui a laissé cette ferme, c'était la première fois que nous avions quelque chose à nous. Maintenant, c'est vous qui avez quelque chose à vous, dit Marianne. C'est vrai, accorda Gabriel. Mais parfois, une personne peut avoir de la terre, une maison, de l'argent et pourtant avoir l'impression de n'avoir rien, parce qu'elle n'a personne avec qui partager. Il la regarda avec une intensité qui fit détourner les yeux à Marianne. Oui, dit-il doucement. Exactement pour ça. La tension dans l'air était palpable. Marianne sentit son cœur s'accélérer à nouveau. Gabriel fit un pas vers elle, s'arrêta, passa la main dans ses cheveux. « Je vais vous laisser vous reposer, dit-il brusquement. Bonne nuit, Marianne. Bonne nuit, Gabriel. » Il sortit rapidement. Marianne resta debout dans la cuisine, les mains encore mouillées d'eau savonneuse, la respiration irrégulière. Quelque chose changeait. Elle le sentait dans la façon dont il la regardait, dans la façon dont il trouvait des excuses pour rester près d'elle, dans la délicatesse avec laquelle il avait construit des marches pour elle, dans son inquiétude quand elle avait failli tomber. Et Marianne reconnaissait ces signes parce qu'elle-même les ressentait, la chaleur qui montait à son visage quand Gabriel entrait dans la cuisine, la façon dont son cœur s'emballait quand leurs doigts se touchaient accidentellement en passant une assiette. La façon dont elle commençait à s'arranger un peu plus chaque matin, attachant ses cheveux plus joliment, portant sa robe la moins usée. La 3e semaine, Gabriel demanda si elle aimerait voir les vignes. C'était samedi après-midi, il n'y avait pas beaucoup de travail. Marianne accepta. Ils marchèrent côte à côte sur les chemins de terre entre les rangées de vignes. Les plantes étaient vertes et vigoureuses. Les abeilles bourdonnaient. Le soleil de printemps était doré et tiède. « C'est beau, » dit Marianne en admirant le paysage. « Ma mère aimait cet endroit, » raconta Gabriel. Elle disait qu'après des années à vivre dans un cagibi étroit au village, avoir de la terre ouverte autour de soi, c'était comme respirer pour la première fois.
Marianne comprenait cela viscéralement. « Je sais ce qu'elle ressentait, dit-elle. La maison où je travaillais à Tours était immense, mais j'avais une petite chambre de 3 mètres. Ici, même si la maison est vide, elle semble plus libre. » Gabriel s'arrêta, la regarda. « Elle n'a pas besoin d'être vide. Que voulez-vous dire ?» Il hésita, choisissant ses mots avec soin. « Je veux dire que vous pouvez utiliser toute la maison. Vous n'avez pas besoin de rester seulement dans la cuisine et la chambre de bonne. Vous pouvez vous asseoir dans le salon, lire les livres de la bibliothèque. Vous pouvez jouer du piano si vous savez. Cette maison est trop grande pour rester fermée. Je ne sais pas jouer du piano, admit Marianne. Je peux essayer d'enseigner le peu que je sais, proposa Gabriel. Puis, il regarda ses propres pieds, comme s'il avait honte. Si vous voulez, bien sûr. J'aimerais beaucoup. Ils continuèrent à marcher. Gabriel montra où se trouvait la rivière qui traversait la propriété, un petit cours d'eau clair où nageaient des poissons argentés. Il montra le bois au loin, où il y avait encore des chevreuils. Il montra la colline d'où l'on voyait le coucher du soleil. Ils restèrent au sommet de la colline, à voir le soleil descendre, teignant le ciel d'orange, de rose, de violet. La brise fraîche du soir fit frissonner Marianne. Gabriel retira sa veste et la posa sur ses épaules sans demander. La veste avait son odeur. Terre, bois, quelque chose de légèrement musqué. Marianne resserra le tissu autour de son corps. « Marianne, dit Gabriel soudainement, puis-je demander quelque chose de personnel ? Vous pouvez, avez-vous déjà… » Il hésita. « Déjà eu quelqu'un ? Un amoureux ? Un prétendant ?» La question fit mal. « Non, » répondit Marianne avec une honnêteté qui coûtait cher. « Jamais. Aucun homme ne m'a jamais regardé de cette façon. Pourquoi pas ? Parce que je suis trop petite. Je l'ai toujours été. Les hommes ne me voient pas comme une femme. Ils me voient comme une enfant ou comme quelque chose de cassé. Quelque chose qui a besoin de pitié, pas d'amour. » Gabriel se tourna complètement vers elle. La lumière du couchant illuminait son visage, soulignait ses yeux sombres, la barbe qu'il avait finalement taillée, la ligne forte de sa mâchoire. « Ils sont aveugles, dit-il d'une voix ferme. Tous autant qu'ils sont. » Marianne sentit les larmes piquer ses yeux. « Ne commencez pas à avoir pitié de moi, Gabriel. Je ne supporte pas la pitié. Ce n'est pas de la pitié, dit-il avec intensité. Je ne ressens pas de pitié. Je ressens de la colère contre ces idiots qui n'ont pas réussi à voir ce que je vois. »« Et que voyez-vous » demanda Marianne d'une voix tremblante. Gabriel leva la main doucement, comme s'il avait peur de l'effrayer. Il toucha son visage avec délicatesse. « Je vois une femme forte qui a traversé la région seule pour travailler dans un endroit inconnu. Je vois quelqu'un qui a transformé une maison morte en foyer à nouveau. Je vois des yeux intelligents, des mains habiles et un cœur courageux. » Des larmes coulèrent sur le visage de Marianne. Gabriel les essuya avec son pouce, un geste si tendre qu'il brisa quelque chose en elle. Mais il s'éloigna. « Pardon, dit-il, je n'aurais pas dû dire ça. Vous travaillez pour moi, ce n'est pas convenable. » Il se retourna et commença à marcher vers la maison. Marianne resta immobile sur la colline, portant encore sa veste, le cœur en morceaux et en même temps plus entier qu'il ne l'avait jamais été. Cette nuit-là, Marianne ne put dormir. Elle resta au lit à repasser les mots de Gabriel dans son esprit. La façon dont il l'avait touchée, la façon dont il l'avait regardée. Et le lendemain matin, dimanche, tout changea à nouveau. Un homme arriva au domaine. Marianne entendit un cheval hennir, des voix masculines devant la maison. Elle préparait le café quand Gabriel entra dans la cuisine avec une expression fermée qu'elle n'avait pas vue depuis des jours. Derrière lui vint un autre homme, plus ou moins du même âge que Gabriel, mais complètement différent. Beau de façon conventionnelle, cheveux blonds, yeux clairs, vêtu d'un costume cher bien que ce fût un dimanche matin à la campagne, il souriait avec des dents blanches parfaites. Gabriel ne souriait pas. « Marianne, voici Fernand, mon cousin. »« Fernand, voici Marianne, la cuisinière. » Fernand regarda Marianne. Ses yeux l'évaluèrent de la tête aux pieds avec un regard qu'elle connaissait bien.
Un regard qui mesurait, pesait, et trouvait qu'il manquait quelque chose. « La cuisinière », répéta Fernand. Il regarda Gabriel avec un sourcil levé. « Sérieusement, cousin? C'est ça ta solution ?» Et ainsi, avec l'arrivée d'un homme cruel au beau sourire, la paix fragile du domaine de Sainte-Victoire commença à se fissurer. Fernand entra dans la cuisine sans y être invité, comme quelqu'un qui avait le droit d'être n'importe où. Il prit une chaise, s'assit à la table, étendit ses jambes en croisant les chevilles. Le comportement d'un homme qui n'a jamais eu besoin de demander la permission pour quoi que ce soit. Gabriel resta debout à la porte, la mâchoire serrée. Marianne retourna au fourneau, feignant la concentration sur le café qu'elle préparait, mais ses oreilles étaient aux aguets. « Alors, cousin, » commença Fernand sur un ton de conversation décontracté qui ne trompait personne. « J'ai beaucoup réfléchi à notre dernière conversation. Je suis venu ici pour faire une proposition officielle. Je veux acheter le domaine de Sainte-Victoire. J'offre un prix juste, au-dessus de la valeur du marché. J'ai déjà dit qu'il n'était pas à vendre, » répondit Gabriel d'une voix contrôlée. Fernand rit. « Allons, Gabriel, sois raisonnable. Tu n'as aucun moyen de gérer cet endroit seul. » Deux vieux métayers et une cuisinière, il fit une pause délibérée en regardant Marianne, singulière. Ce n'est pas une exploitation agricole, c'est de l'entêtement. Marianne sentit le mot « singulière » comme une gifle. Singulière, une façon polie de dire anormale, étrange, inadéquate. « C'est ma maison », dit Gabriel avec une fermeté croissante. « Et elle fonctionne bien. » « Elle fonctionne bien ?» Fernand regarda autour de la cuisine avec un dédain théâtral. « Gabriel, tu vis comme un ermite. Ce domaine a été prospère. Ton oncle, pèse à son âme, avait 20 ouvriers, produisait le double. Maintenant ça dépérit. Si tu me vends, je peux ramener la gloire en ce lieu. Je ne veux pas ta gloire. Je veux la paix. » Fernand soupira comme s'il avait affaire à un enfant têtu. « Très bien, je vais rester quelques jours au village. Réfléchis bien. Quand tu réaliseras que tu n'as pas le choix, viens me voir. » Il se leva, mais avant de sortir, il regarda Marianne à nouveau. « Et toi, ma petite? Ne te fais pas d'illusions. Mon cousin est un homme solitaire, mais il n'est pas fou. Il ne va pas s'attacher à toi. Quand il trouvera une vraie femme, tu seras renvoyé comme les autres. » Les mots furent dits avec un sourire cruel, déguisé en avertissement amical. Marianne eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. « Sors de chez moi !» dit Gabriel d'une voix dangereusement basse. Fernand leva les mains en fausse reddition. « J'y vais, j'y vais. Mais pense à ce que j'ai dit, à propos de tout. » Il sortit, monta à cheval et partit en soulevant la poussière. Gabriel resta debout dans la cuisine, la respiration lourde, les mains fermées en poing. Marianne n'osait pas le regarder. Elle continua de préparer le café avec des mains qui tremblaient légèrement. « Ne fais pas attention à ce qu'il a dit, » parla enfin Gabriel. « Fernand est... il est cruel. Il l'a toujours été. »« Il a seulement dit la vérité, » répondit Marianne en gardant une voix ferme. « Je sais quelle est ma place. »« Ta place ?» Gabriel se tourna vers elle. « Quelle place ?» Marianne le regarda enfin. « Je suis votre employé, Gabriel, rien de plus. Et ce que votre cousin a dit a du sens. Un jour, vous rencontrerez quelqu'un, vous vous remarierez, et cette personne ne voudra pas d'une cuisinière qui... Qui quoi? Une cuisinière qui me fait me sentir vivant pour la première fois depuis des années. Une femme qui a transformé cette maison de mausolée en foyer. Quelqu'un dont je cherche des excuses pour rester proche. » Marianne sentit les larmes menacées de tomber. « Ne faites pas ça. Ne me donnez pas d'espoir qui ne peuvent pas se concrétiser. Pourquoi ne le pourrait-il pas? Parce que je sais comment fonctionne le monde, » explosa-t-elle. « Je sais que des hommes comme vous ne restent pas avec des femmes comme moi. Vous réaliserez cela. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais à un moment donné, vous me regarderez et vous verrez ce que tous ont toujours vu, quelque chose de trop petit, de trop faux, de trop insuffisant. » Gabriel traversa la cuisine en 3 grandes enjambées.
Il se tint devant elle, trop près, regardant vers le bas avec une intensité qui volait l'air des poumons de Marianne. « Vous voulez savoir ce que je vois quand je vous regarde ? Je vois la femme la plus courageuse que j'ai connue. Je vois quelqu'un qui n'abandonne pas, même quand le monde entier dit qu'elle n'est pas suffisante. Je vois des yeux qui brillent quand vous cuisinez, quand vous nettoyez, quand vous transformez des choses cassées en quelque chose de beau. Je vois la seule personne qui m'a donné envie de me réparer moi-même. » Il leva la main, toucha son visage. Gabriel. Mais le moment fut interrompu par un coup à la porte. Thérèse entra par la cuisine avec un panier d'œufs. Elle s'arrêta en voyant les deux là, si proches, la tension visible dans l'air. « Désolée de déranger, dit-elle avec un sourire entendu. J'ai apporté des œufs frais pour le déjeuner. » Gabriel recula, passa la main dans ses cheveux. « Je vais travailler dans les vignes, dit-il brusquement et il sortit. Thérèse posa le panier sur la table, observa Marianne avec les yeux perspicaces de qui a beaucoup vu la vie. « Ce garçon est complètement perdu pour vous. Vous le savez, n'est-ce pas ?» Marianne s'assit sur la chaise, les jambes faibles. « Ça ne peut pas être comme ça, ça ne marchera pas. Pourquoi pas? Parce que les gens comme moi n'ont pas de fins heureuses, Thérèse. J'ai appris ça tôt. » La femme plus âgée s'assit à côté d'elle, prit les mains de Marianne entre les siennes. « Écoute-moi, ma fille, j'ai vu beaucoup de choses dans cette vie. J'ai vu des gens beaux et riches être malheureux. J'ai vu des gens simples et pauvres avoir un amour véritable. La beauté passe. L'argent finit. Mais quand deux personnes brisées se rencontrent et se réparent l'une l'autre, c'est rare, c'est précieux. » Elle serra les mains de Marianne. « Gabriel était mort à l'intérieur avant que tu n'arrives. Maintenant, il sourit. Il parle. Il prend soin de la maison. C'est toi qui as fait ça. Et il te voit, Marianne. Il te voit vraiment. Ne laisse pas la peur ou les paroles de gens cruels voler cela. Mais si son cousin avait raison. Et si un jour Gabriel réalisait qu'il peut avoir quelqu'un de mieux? » Thérèse rit. « Mieux comment? Plus grande? Et alors? La taille ne réchauffe pas un lit, ne remplit pas un cœur, ne fait pas d'une maison un foyer. Arrête de te mesurer par les centimètres de ton corps et commence à te mesurer par la taille de ton cœur. » Les mots restèrent avec Marianne pour le reste de la journée. Elle prépara le déjeuner, servit la nourriture, fit la vaisselle, mais son esprit était ailleurs. Elle voyait Gabriel du coin de l'œil, la façon dont il la regardait, la façon dont il trouvait des excuses pour la frôler, pour toucher sa main en passant le plat. Ce soir-là, après le dîner, Gabriel resta dans la cuisine à nouveau. Il s'était lavé, sentait le savon, cheveux encore humides. Il portait une chemise blanche propre avec les manches pliées au coude. « Voulez-vous toujours apprendre le piano ?» demanda-t-il soudainement. Marianne cligna des yeux, surprise. « Maintenant ? Pourquoi pas ?» Ils allèrent au salon. Gabriel alluma des lampes, créant une lumière dorée et douce. Il s'assit sur le banc du piano, toucha les touches, produisant des accords simples. Marianne resta à côté, observant ses grands doigts bouger avec une habileté surprenante pour quelqu'un qui disait ne pas savoir jouer. « C'est beau, dit-elle, c'est une musique que ma mère aimait. Asseyez-vous ici. » Il tapota le banc à côté de lui. Marianne s'assit, consciente de leur proximité. Les côtés de leur corps se touchaient. Gabriel prit sa main droite, la posa sur les touches, guida ses doigts. « Ça, c'est la note Do. Ça, c'est Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Retour au Do. » Ses doigts guidaient les siens sur les touches. Marianne parvenait à peine à prêter attention aux notes. Elle sentait sa chaleur, son odeur, sa présence solide à côté. « Maintenant, essayez toute seule, » instruisit Gabriel en lâchant sa main. Marianne essaya de répéter les notes. Elle en rata quelques-unes. Gabriel rit, un son si rare et précieux qu'elle arrêta de jouer juste pour le regarder. « Vous avez ri, dit-elle émerveillée. »« J'ai ri ? Oui, c'est la première fois que je vous vois rire pour de vrai. » Gabriel arrêta de sourire, mais il y avait quelque chose de doux dans ses yeux. « Vous me faites rire, Marianne. Vous me faites sentir que je peux redevenir humain, pas seulement un fantôme. Vous n'avez jamais été un fantôme. » « Si. Pendant 3 ans, je l'ai été. »
Mais ensuite vous êtes arrivé avec votre valise usée et votre petit banc en bois, et vos mains qui réparent les choses cassées. Et j'ai réalisé que peut-être je pouvais aussi être réparé. Il se tourna sur le banc face à elle. Marianne fit de même. Ils étaient si proches qu'elle devait lever le visage pour le regarder. « Je ne sais pas faire ça », dit Gabriel avec une vulnérabilité brute. « Je ne sais pas comment courtiser une femme correctement. » Amélie était un mariage arrangé par les familles. Il n'y a jamais eu de romance, jamais eu de choix. Mais vous, je vous choisis. Je veux vous choisir chaque jour. Marianne sentit son cœur exploser. Gabriel, La porte d'entrée s'ouvrit avec fracas. Fernand entra à nouveau, maintenant visiblement ivre. Il chancela jusqu'au salon, regarda les deux assis ensemble au piano. « Quelle scène touchante !» dit-il en traînant les mots. « Le veuf solitaire et la naine. C'est pathétique, Gabriel. Tu es si désespéré de compagnie que tu te contentes de ça? Sors !» Gabriel se leva, voix dangereuse. « Je vais sortir. Mais avant, je vais dire quelques vérités. » Il pointa Marianne du doigt. « Tu crois qu'il t'aime? Il t'utilise juste parce qu'il est seul. Quand il se lassera, quand la nouveauté passera, tu seras jeté comme une ordure. » Fernand chancela plus près. Regarda Gabriel avec mépris. « Ton père avait raison sur toi. Un fils bâtard ne sert à rien. Ne réussis pas à garder une épouse en vie, ne réussis pas à gérer un domaine, ne réussis même pas à choisir une femme correctement. » Quelque chose se brisa en Gabriel. Il s'avança vers Fernand, le poing levé. Les deux hommes entrèrent en collision, tombèrent au sol en luttant. Des coups, des grognements, des meubles renversés. Marianne cria pour qu'ils arrêtent. Vincent, qui vivait près, entendit l'agitation et vint en courant. Il fallut 5 minutes pour séparer les cousins. Fernand avait la lèvre en sang. Gabriel avait une coupure à l'arcade sourcilière. « Tu es fou !» cracha Fernand avec du sang. « Je vais porter plainte. Je vais prendre ce domaine en justice. Je vais prouver que tu es incompétent. »« Alors essaie !» grogna Gabriel. « Mais tant que je serai vivant, cette terre est à moi, et tu ne mettras plus jamais les pieds ici. » Vincent traîna Fernand dehors, le mit sur son cheval, le renvoya. Gabriel resta dans le salon dévasté, respirant lourdement, tenant son front en sang. Marianne apporta de l'eau et des linges propres. Elle nettoya sa blessure avec délicatesse, tandis qu'il restait assis sur le canapé retourné. Ce n'était pas profond, mais ça saignait beaucoup. « Vous n'auriez pas dû le frapper, » dit-elle doucement. « Il vous a insulté. Je ne laisserai personne vous insulter. Gabriel, regardez-moi. » Il leva le visage. Il y avait de la douleur dans ses yeux. Pas de la douleur physique, mais quelque chose de plus profond. « Peut-être qu'il a raison, » dit Marianne d'une voix tremblante. « Peut-être qu'il vaut mieux que je parte avant que ça ne se complique davantage. » « Non. » Gabriel saisit ses poignets. « Vous ne partirez pas, Gabriel. Je vous aime. » Les mots tombèrent entre eux comme une bombe. Silence absolu. Marianne resta paralysée, les yeux écarquillés. « Je vous aime, » répéta Gabriel. « Je ne sais pas quand ça a commencé. Peut-être quand vous êtes arrivé ici, la tête haute, même en étant renvoyé injustement. Peut-être quand vous avez nettoyé ma cuisine immonde sans vous plaindre. Peut-être quand vous avez regardé cette maison morte et décidé de la ramener à la vie. Peut-être quand vous m'avez souri pour la première fois. Je ne sais pas quand, mais je sais que j'aime. Et je sais que je ne vous laisserai jamais partir. » Des larmes coulaient sur le visage de Marianne. « Vous ne pouvez pas m'aimer. Je suis... Si vous dites trop petite, je jure que je vais hurler. Vous êtes de la taille parfaite, parfaite pour moi. » Il la tira contre lui, l'étreignit avec force, enfouit son visage dans ses cheveux. Marianne l'étreignit en retour, s'autorisant enfin à y croire. Ils restèrent ainsi un long moment, se tenant simplement. Mais le lendemain matin, la réalité frappa durement. Marianne se réveilla avec l'aube et alla jusqu'au village acheter des provisions. Elle avait besoin de farine, de sel, de café. L'épicerie de Madame Rose se trouvait dans la rue principale du petit village de Saint-Cyr.
Quand elle entra dans l'établissement, les conversations s'arrêtèrent. Les femmes qui achetaient se retournèrent pour regarder. Les chuchotements commencèrent. « C'est elle, la cuisinière de Gabriel Dumont. J'ai entendu dire qu'elle a ensorcelé le pauvre homme. Une femme de cette taille? Quelle honte! Il devrait trouver une épouse décente. » Marianne fit semblant de ne pas entendre. Elle s'approcha du comptoir où Madame Rose, une femme gentille de la cinquantaine, organisait des boîtes de conserve. « Bonjour, Madame Rose. »« Bonjour, ma fille. » La femme sourit avec une affection sincère. « De quoi as-tu besoin aujourd'hui ?» Marianne passa la commande. Pendant que Madame Rose préparait les provisions, deux femmes s'approchèrent. Marianne les reconnut pour les avoir vues à la messe. Madame Clotilde et Madame Hermine, épouses de notables, vêtues de vêtements chers, nées en l'air. « Alors vous êtes la fameuse cuisinière », dit Madame Clotilde avec un ton sucré qui cachait mal le venin. Quelque chose d'intéressant. Gabriel a enfin trouvé quelqu'un disposé à s'occuper de ce domaine abandonné. Intéressant, en effet, concéda Madame Hermine en regardant Marianne de haut en bas. Bien sûr qu'une femme de bonne famille n'accepterait jamais de vivre dans cet isolement. Mais je suppose que pour certaines personnes, n'importe quelle opportunité convient. Marianne serra les doigts sur le bord du comptoir. J'ai parfaitement compris ce que ces dames insinuent, et je ne m'en soucie pas. Un travail honnête n'est pas un motif de honte. « Travail !» répéta Madame Clotilde, avec un petit rire méchant. « C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant ?» L'insinuation était claire et sale. Marianne sentit le sang monter à son visage. « Ça suffit !» Madame Rose frappa la main sur le comptoir. « Dans ma boutique, on ne manque de respect à personne. Si ces dames n'ont plus rien à acheter, elles peuvent partir. » Les deux femmes sortirent indignées, mais non sans lancer des regards de mépris à Marianne. Madame Rose emballa les provisions, les tendit à Marianne. « Ne fais pas attention à ces vipères, dit-elle avec tendresse. Elles sont jalouses parce que leurs maris sont des brutes qui les traitent comme des meubles. Gabriel Dumont est un homme bon. N'importe quelle femme sensée serait heureuse avec lui, mais elles ont raison sur une chose, dit Marianne d'une voix basse. Je n'ai pas de bonne famille, je n'ai pas de dot, je n'ai rien à offrir. Tu as un bon cœur, ça vaut plus que n'importe quelle dot. Marianne sortit de l'épicerie en portant les paquets lourds. Ses bras tremblaient sous le poids. Elle avait à peine fait 10 mètres quand elle entendit une voix féminine. « Besoin d'aide ?» Marianne se retourna et vit une jeune femme, peut-être la vingtaine, belle de façon simple, sourire amical. Elle portait une robe en toile, cheveux châtains en tresse. « Je suis Alice, l'institutrice de l'école. Je t'ai vue à l'épicerie. Ces femmes sont horribles, n'est-ce pas ?»« Elles le sont, » concéda Marianne. Alice prit un des paquets les plus lourds. « Viens, je t'aide jusqu'à la charrette. Où es-tu logée ? Je travaille au domaine de Sainte-Victoire. »« Ah !» dit Alice avec compréhension. « Alors, tu es Marianne ? J'ai déjà entendu parler de toi. Des choses mauvaises, j'imagine. » Alice secoua la tête. « En fait, j'ai entendu Madame Rose te défendre. Elle a dit que tu es une travailleuse honnête et que les commères devraient avoir honte. Je suis d'accord avec elle. » Les deux marchèrent ensemble jusqu'à l'endroit où le père Olave attendait avec la charrette. Alice aida à charger les provisions. « Si tu as besoin d'une amie, viens me voir, » dit Alice. « Je sais aussi ce que c'est d'être jugée. Je suis institutrice célibataire, je vis seule. Les bigotes du village trouvent ça scandaleux. » Marianne sourit pour la première fois de la matinée. « Merci, ce serait bien d'avoir une amie. » Elle retourna au domaine le cœur lourd. Les paroles des femmes du village résonnaient dans son esprit. Les insinuations sales, les regards de mépris. Gabriel était dans la cour en train de réparer une clôture quand elle arriva. Il vint aider à décharger les provisions. Il remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qu'il s'est passé ?»« Rien, » mentit Marianne. « Marianne. » Elle soupira. « Je suis allée au village. J'ai entendu ce que les gens disent sur moi, sur nous. » Gabriel se raidit. « Que disent-ils ? Que je suis une profiteuse, que je vous ai ensorcelé, qu'une femme comme moi ne devrait pas être ici, que vous méritez mieux. »
Gabriel lâcha les paquets qu'il tenait avec une force qui fit sursauter Marianne. « Je vais au village maintenant, je vais parler à ces gens. » « Non, » Marianne retint son bras. « Ça va empirer les choses. Ça ne fera que confirmer qu'il y a quelque chose entre nous. » Et il y a quelque chose. Elle le regarda, le cœur brisé. Peut-être qu'il ne devrait pas y en avoir. Gabriel prit son visage entre ses grandes mains. « Regardez-moi. Je me fiche de ce que ces gens pensent. Je me fiche du village, des voisins, du monde entier. Je ne me soucie que de vous. Mais moi, je m'en soucie, dit-elle avec des larmes. Je m'en soucie parce qu'ils vont vous juger, ils vont vous rabaisser d'être avec moi. Ils vont dire que vous avez perdu la raison, que vous êtes désespéré. Ils vont transformer quelque chose de beau en scandale. Les amis, si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de laisser votre j'aime et de vous abonner à la chaîne. Alors laisse-les parler, dit Gabriel avec fermeté. Laisse le monde entier parler. À la fin, ils se lasseront. Mais moi, je ne me lasserai jamais de toi. Il embrassa son front, un geste si tendre que Marianne sentit plus de larmes tomber. Mais les jours suivants, la pression ne fit qu'augmenter. Fernand n'abandonna pas. Il commença à répandre des rumeurs dans la région. Il disait que Gabriel était mentalement instable depuis la mort de sa femme. Il disait que le domaine était en ruine. Il disait qu'il avait le droit légal de contester l'héritage. Des documents légaux commencèrent à arriver, des convocations du tribunal. Fernand intentait vraiment un procès, alléguant que Gabriel était incapable de gérer la propriété et qu'en tant que plus proche parent, il devait prendre la relève. Gabriel restait des heures enfermé dans le bureau, lisant des documents, écrivant des réponses, consultant un avocat de Bergerac. La tension revenait sur son visage. L'ombre de tristesse retournait dans ses yeux. Marianne voyait tout cela et sentait la culpabilité grandir. Avant qu'elle n'arrive, Gabriel vivait dans une paix solitaire. Triste, oui, mais en paix. Maintenant il était poursuivi, objet de commérage, attaqué. Tout ça parce qu'il avait osé s'approcher d'elle. Ce fut un matin de juin, 3 mois après l'arrivée de Marianne, qu'elle prit sa décision. Elle ne pouvait pas rester. Elle ne pouvait pas être la raison pour laquelle Gabriel perdrait tout. Si elle partait, Fernand n'aurait plus d'arguments. Sa vie reviendrait à la normale. Il serait en paix. Marianne rangea ses affaires silencieusement. Elle prit la vieille valise, y mit le peu d'affaires qu'elle avait. Elle écrivit une lettre pour Gabriel, les mains tremblantes en formant chaque mot. « Gabriel, vous m'avez donné quelque chose que personne ne m'avait jamais donné. Vous m'avez fait sentir vu, valorisé, aimé, mais je ne peux pas être la raison pour laquelle vous perdez votre paix, votre propriété, votre avenir. Le monde n'accepte pas les gens comme moi, et je ne vous laisserai pas souffrir pour avoir choisi de me défendre. Merci pour tout. Vous serez toujours mon seul véritable amour, Marianne. » Elle laissa la lettre sur la table de la cuisine, prit la valise et le petit banc. Sortit par la porte de derrière avant l'aube, alors que tout le monde dormait encore. Elle marcha sur la route de terre en direction du village. La valise pesait, ses bras lui faisaient mal, mais elle continuait à marcher, pas après pas, s'éloignant de la seule maison où elle avait été heureuse. Le soleil se levait quand elle entendit un cheval galoper. Elle se retourna et vit Gabriel à cheval, arrivant vite par la route. Il tira sur les rênes, mit pied à terre avant que l'animal ne s'arrête complètement. « Qu'est-ce que tu fais » cria-t-il. « Où penses-tu aller comme ça ?»« Je m'en vais. C'est le mieux pour toi. » Gabriel marcha vers elle d'un pas furieux. « Le mieux pour moi ? Tu crois que me quitter est le mieux pour moi ? Tu as un procès à cause de moi. Il te juge, te rabaisse. Si je pars, tout s'arrête. »« Rien ne s'arrête, » grogna Gabriel. « Fernand continuera d'essayer de voler ce domaine avec ou sans toi ici. La différence, c'est qu'avec toi ici, j'ai une raison de me battre. Sans toi, je n'ai rien. » Il prit sa valise, la jeta par terre, prit Marianne par la taille à 2 mains. Et alors, il fit quelque chose qui lui coupa complètement le souffle. Gabriel souleva Marianne dans ses bras. Il la souleva du sol avec facilité, la tint contre sa poitrine, la regarda dans les yeux avec une intensité brûlante. « Tu veux savoir la vérité ? Tu es parfaite.
parfaite exactement comme tu es, parfaite en hauteur, parfaite en taille, parfaite dans la façon dont tu tiens dans mes bras, parfaite dans la façon dont tu me fais me sentir entier à nouveau. Et je ne te laisserai pas partir, jamais. Marianne pleurait, les mains agrippées à ses épaules. Gabriel, le monde... Qu'il aille au diable le monde, cria-t-il presque. J'ai passé ma vie entière à laisser le monde décider qui je suis, fils bâtard. Veuf raté, fermier solitaire. Mais tu m'as rappelé que je peux décider qui je veux être. Et je veux être l'homme qui t'aime, l'homme qui te choisit tous les jours, l'homme qui se battra pour toi contre n'importe qui. Il la reposa doucement au sol, mais ne la lâcha pas. Il garda ses mains sur sa taille. « Épouse-moi, dit-il, pas comme employée, comme épouse, comme compagne, comme la femme que j'aime plus que tout au monde. » Marianne sanglota. « Tu es sûr? Sûr que tu ne vas pas regretter? Je n'ai jamais été aussi sûr de rien dans ma vie. Alors oui, je t'épouse. » Gabriel l'attira pour un baiser. Ce fut un baiser désespéré, urgent, plein de promesses et d'espoir et d'amour, qui avait été contenu trop longtemps. Quand ils se séparèrent finalement, ils étaient tous les deux à bout de souffle. Gabriel ramassa sa valise au sol, la mit sur le cheval, souleva Marianne et l'assit sur la selle, monta derrière elle, les bras autour, tenant les rênes. Ils retournèrent au domaine ainsi, elle blottit contre sa poitrine, s'autorisant enfin à croire en une fin heureuse. Quand ils arrivèrent, Vincent et Thérèse attendaient sur la véranda. Ils avaient trouvé la lettre. Ils étaient inquiets. Mais quand ils virent les deux revenir ensemble, ils sourirent. « Enfin, dit Thérèse, je pensais que j'allais devoir vous enfermer tous les deux dans une pièce jusqu'à ce que vous admettiez que vous vous aimez. »« Nous allons nous marier, » annonça Gabriel. « Et ceux qui ne sont pas contents peuvent quitter mes terres. » Vincent eut un rire sonore. « Il était temps, patron. » Il était temps. Les jours suivants furent un tourbillon. Gabriel alla à la mairie enregistrer l'intention de mariage. Il affronta les regards, les chuchotements, les jugements. Mais cette fois, il ne baissa pas la tête. Il marcha le dos droit, la main de Marianne fermement tenue dans la sienne. Fernand tenta une dernière offensive. Il apparut au domaine avec un avocat, menaçant de contester jusqu'au mariage. Mais Gabriel l'affronta avec un calme froid. « Je suis fatigué de toi, Fernand. Fatigué de tes menaces, de tes mensonges, de ta méchanceté. Tu veux ce domaine? Alors il va falloir me tuer d'abord, parce que tant que je serai vivant, cette terre est à moi, et ma femme vivra ici avec moi. » L'avocat examina les documents, constata que Gabriel avait le droit légal sur toute la propriété. Fernand n'avait aucune base pour contester. Il partit furieux mais vaincu. Le mariage fut simple. La petite église du village, seulement Vincent, Thérèse, Madame Rose et Alice comme témoins. Le père Anselme conduisit la cérémonie avec des bénédictions sincères. Marianne portait une robe simple en mousseline blanche qu'elle avait cousue elle-même. Gabriel portait un costume sombre qui avait appartenu à son oncle. Quand ils échangèrent les alliances, leurs mains tremblaient. « Je vous déclare mari et femme, » dit le prêtre. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Gabriel se baissa. Marianne se mit sur la pointe des pieds. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux qui était la promesse de tout ce qui allait venir. Il y eut une petite célébration au domaine. Thérèse prépara un banquet. Il y eut de la musique, de la danse, des rires. Pour la première fois depuis des années, le domaine de Sainte-Victoire avait de la vie, de la joie, de l'espoir. Cette nuit-là, quand ils restèrent seuls, Gabriel porta Marianne dans ses bras en franchissant le seuil de la chambre qui serait désormais la leur. Plus une chambre de bonne, mais une chambre de couple, de compagnons, de personnes qui s'étaient choisies contre toute probabilité. Les mois suivants apportèrent des changements profonds. Gabriel embaucha plus d'ouvriers pour les vignes et les moissons. La production augmenta. Avec l'argent, ils commencèrent des rénovations dans la maison. Ils peignirent les murs, réparèrent le toit, restaurèrent le jardin. Marianne assuma non seulement la cuisine, mais l'administration de la maison.
Elle découvrit qu'elle avait du talent pour les chiffres, pour l'organisation, pour traiter avec les fournisseurs et les acheteurs. Gabriel, voyant cela, en fit sa partenaire complète dans les affaires du domaine. Ils affrontèrent encore des jugements, encore des commérages. Mais avec le temps, les résultats parlèrent plus fort. Le domaine de Sainte-Victoire prospéra à nouveau. Les gens commencèrent à respecter, même à contre-cœur, ce couple improbable qui réussissait. Alice devint une amie proche. Elle visitait fréquemment, prenait le thé avec Marianne. Elle parlait de livres et de rêves. Elle amena d'autres amis. Un jeune médecin récemment arrivé au village. Une famille d'immigrés italiens. Des gens qui ne jugeaient pas sur l'apparence. Gabriel changea visiblement. L'homme silencieux et sombre devint quelqu'un qui souriait, qui conversait, qui avait de l'espoir en demain. Il se réveillait enlacé avec Marianne tous les matins et remerciait silencieusement d'avoir été assez courageux pour l'aimer. Marianne s'épanouit. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait complète. Non seulement parce qu'elle avait un mari qui l'aimait, mais parce qu'elle avait trouvé sa place dans le monde. Un endroit où ses compétences étaient valorisées, où sa taille n'importait pas, où elle était vue comme une femme complète et capable. Ils n'eurent pas d'enfants. Ils essayèrent, mais ça ne vint pas. Au début, il y eut de la tristesse, mais avec le temps, ils réalisèrent qu'ils étaient complets, justes tous les deux. Le domaine devint leur création, les ouvriers, leur famille choisie. 5 années passèrent comme un souffle de vent. C'était une après-midi d'automne 1933. Marianne était dans le jardin qu'elle avait elle-même redessiné et planté. Des roses de toutes les couleurs escaladaient les murs de la maison peintes d'un blanc éclatant. Des jasmins parfumaient l'air. Des arbres fruitiers chargés entouraient la pelouse impeccable. Elle cueillait des fleurs pour un bouquet quand elle entendit un cheval arriver. Elle se retourna et vit Gabriel mettre pied à terre. Il avait 33 ans maintenant, toujours grand et fort, mais avec quelques lignes autour des yeux qui venaient du rire, pas de la tristesse. « Comment c'était en ville ?» demanda Marianne. « Productif. J'ai signé un contrat avec un négociant de Bordeaux. Ils vont acheter toute notre production pour le double du prix de l'année dernière. » Il marcha jusqu'à elle, l'enlaça par la taille. Le domaine de Sainte-Victoire était maintenant l'un des plus prospères de la région. Il avait 25 employés, produisait un vin reconnu, avait un système d'irrigation moderne que Gabriel avait installé. Marianne avait 31 ans. Elle mesurait toujours 1,47 m, mais elle n'y pensait plus. Quand elle se regardait dans le miroir, elle ne voyait plus le petit corps que le monde avait rejeté. Elle voyait une femme aimée. Elle voyait une administratrice capable. Elle voyait une personne complète. « Tu sais ce que Madame Hermine a dit au village aujourd'hui » raconta Gabriel avec amusement dans la voix. « Elle a demandé si je pouvais recommander Marianne pour enseigner la gestion de domaine à sa fille. » Marianne rit. « La même Madame Hermine qui m'a traité de profiteuse ? La même. Je crois que le succès fait taire les critiques mieux que n'importe quel argument. » Ils marchèrent main dans la main jusqu'à la véranda. Ils s'assirent sur les chaises à bascule que Gabriel avait construites. Ils regardèrent la propriété qu'ils avaient transformée ensemble. Vincent et Thérèse, maintenant dans la soixantaine, vivaient toujours sur la propriété. Ils avaient une maison plus grande, plus confortable, cadeau de Gabriel et Marianne. De nouveaux ouvriers travaillaient dans les champs, des enfants jouaient près des logements, la vie pulsait dans chaque recoin. « Tu regrettes ?» demanda Marianne soudainement. « De m'avoir choisi ? D'avoir affronté tout ça ?» Gabriel se tourna vers elle avec une expression de certitude absolue. Jamais, pas un seul jour, pas un seul instant. Il se leva, tendit la main. « Danse avec moi ? Il n'y a pas de musique. Nous n'avons pas besoin de musique. » Marianne prit sa main. Gabriel la tira debout, et alors, comme il l'avait fait ce jour-là sur la route 5 ans auparavant, il la souleva dans ses bras. Il tourna doucement sur la véranda, tenant sa femme contre sa poitrine, riant quand elle riait. Le soleil se couchait, teignant le ciel de doré, d'orange et de rose. Le domaine de Sainte-Victoire brillait sous la lumière du crépuscule.
Maisons peintes, jardins fleuris, vignes verdoyantes, avenir prometteur. « Tu es parfaite », murmura Gabriel à l'oreille de Marianne. « Tu étais parfaite ce jour-là. Tu es parfaite maintenant. Tu seras parfaite demain, et tous les jours après ça. » Marianne embrassa son cou, le cœur débordant de bonheur. « Nous sommes parfaits ensemble », corrigea-t-elle. Deux morceaux brisés qui se sont emboîtés et ont formé quelque chose de complet. Il la fit tourner une fois de plus, en riant, et elle ferma les yeux, sentant le mouvement, sentant l'amour, sentant la vie qu'elle avait construite contre toutes les probabilités. Le monde avait dit qu'elle n'était pas suffisante, qu'elle était trop petite, trop fausse, trop inadéquate. Mais Gabriel avait regardé au-delà de ce que le monde voyait. Il avait vu la femme courageuse, la compagne loyale, la partenaire capable. Il avait vu non pas avec les yeux du préjugé, mais avec les yeux de l'amour véritable. Et l'amour véritable ne se mesure pas en centimètres, il se mesure en courage, en choix, en engagement quotidien. Il se mesure à la façon dont deux personnes décident, contre toutes les voix contraires, qu'elles vont rester ensemble, qu'elles vont construire ensemble, qu'elles vont aimer ensemble. L'histoire de Marianne et Gabriel devint une légende dans la région. Des années plus tard, les gens racontaient encore l'histoire de la petite cuisinière et du fermier veuf qui défièrent le monde et gagnèrent. Non pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils reconnurent la perfection l'un dans l'autre quand personne d'autre ne parvenait à la voir. Et au domaine de Sainte-Victoire, alors que le soleil se couchait sur les vignes dorées, deux cœurs battaient comme un seul. Deux morceaux qui se sont trouvés, deux personnes qui se sont choisies, deux âmes qui ont prouvé que la taille de l'amour ne peut jamais être mesurée par la hauteur du corps, mais seulement par la profondeur du cœur.